Des clés de résilience. Des clés de résilience, des voies de renaissance. Altercop écoute attentivement les parcours de vie remarquables de citoyens qui ont décidé de prendre la responsabilité de leur action quotidienne en la teintant de l'énergie de la résilience. Accidents de vie, maladies, remise en question profonde. Ils nous invitent tous à rebondir en toutes circonstances. Nous vous partageons les témoignages d'hommes et de femmes éprouvés et engagés qui nous éclairent sur l'espoir toujours vibrant à saisir en ces temps de turbulence. Ils nous incitent à retrouver du souffle et à notre tour à mobiliser nos clés de résilience. Bonjour Eva. Bonjour Christine. Ravie de te retrouver. Je vous rappelle quel est l'objectif de ce podcast. Donc, c'est un podcast sur la résilience qui vient dire des choses sur des pionniers, des gens qui initient des projets pour changer le monde et comment est-ce qu'ils sont porteurs d'une résilience collective. Et puis aussi, la vie est généreuse et en général, elle vient travailler au corps les individus. Donc, quelles clés de résilience on peut aussi partager de nos chemins de vie. Voilà, ça c'est de l'intention de cet entretien ensemble. Donc, dans un premier temps, peut-être, Eva, est-ce que tu voudrais bien te présenter et dire ce que tu as envie de dire de toi aujourd'hui avec tes mots? Merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce partage. Écoute, que dire? Je suis une personne qui tente quelque chose. J'ai un besoin viscéral d'être utile à la communauté humaine et ce besoin, il a pris différentes formes dans ma vie. Voilà, je suis une voyageuse dans l'âme, une maman de 2 enfants. J'aime créer et je suis très passionnée par les sujets dont on va parler. Voilà. Merci. Alors, peut-être que dans un premier temps, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu nous expliques le beau projet qui te tient à cœur depuis si longtemps et peut-être retracer une trajectoire de vie qui t'a conduite à ce projet-là et à faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, avec plaisir. Actuellement et depuis maintenant 3 ans, je co-dirige une entreprise basée en Finlande qui s'appelle Lightfire. Et avec l'équipe, on diffuse des fours solaires, essentiellement en lien avec la boulangerie, et aussi qui sont utiles pour de la torréfaction de faux cafés, de snacks, de graines, etc. Et en réalité, ça fait une 15aine d'années que je travaille sur ce projet, mais il a connu une crise assez forte il y a 3 ans et une renaissance. Et c'est un projet que j'ai donc rencontré par hasard au cours d'un voyage sous la forme de 2 amis qui voyageaient avec cette low-tech. Et quand j'ai vu ce tout premier concentrateur solaire, ça a immédiatement résonné pour moi comme une vraie alternative dans les pays très riches en soleil, où l'énergie est un problème qui se pose de façon différente qu'en Europe. Et donc j'y ai cru, j'ai commencé par les soutenir, encourager ça comme ami. De fil en aiguille, on s'est mariés avec l'un des 2 et comme il était à moitié finlandais, on a émigré en Finlande où je me suis donc installée et en fait, on est devenus ensemble émigrés, parents et entrepreneurs la même année. Donc cette année était 2012 qui a été une année dont beaucoup de gens se souviennent comme une année un peu difficile. D'un cycle un peu difficile qui nous a amenés jusqu'au Covid à peu près. Et pendant ces 8-10 ans, disons, à peu près, on a travaillé ensemble avec 4 autres personnes, dont son ami d'enfance, sur ce projet à la diffusion de ce modèle. Et ce modèle, il est assez simple, il est que on a une tech hyper puissante, extrêmement simple, sans aucune électricité, sans high-tech, qui convient parfaitement à la situation de quelques millions de gens, donc c'est pas tout à fait rien. Mais ces millions de gens sont considérés comme des pauvres. Donc ce sont des gens dans des camps de réfugiés, des camps de réfugiés, des fermiers en Afrique, etc. Donc des gens qui sont a priori en dehors des autoroutes de la croissance, de la stabilité, etc.
Et donc, la situation est la suivante. Ces personnes-là coupent du bois tous les jours pour faire un feu et cuisiner. Il y a eu des mouvements de cuiseurs solaires, de solar cookers, etc. depuis les années 70, qui sont des toutes petites structures qui permettent de cuire un poulet, un pain, c'est formidable. Sauf qu'à l'échelle d'un village, d'une mama qui cuisine pour 20, 30, 40, 200 personnes, ça marche pas. Et puis, il n'y a pas de désir de ça. Les gens, ils veulent des choses qui leur permettent, qui sont puissantes, qui leur permettent de faire beaucoup de choses. Et donc, en plus de la coupe de bois, il y a le problème de respirer les fumées du feu de bois, puisqu'il faut rester à côté et les surveiller. C'est une cause de mortalité extrêmement importante. Si c'est pas ça, ça va être du LPG ou du charbon qui sont là aussi dans les camps de réfugiés. Il y a tous les jours des camions entiers de charbon qui rentrent pour alimenter. Or, il se trouve que sur l'énergie, on n'a pas forcément besoin de passer par l'électricité pour avoir de la chaleur. Donc, l'électricité, c'est formidable, les panneaux voltaïques, c'est super, mais pour faire cuire des choses, c'est un détour dont on n'a pas forcément besoin. Et c'est très intéressant parce que les panneaux photovoltaïques, ils sont fabriqués en Chine et quand ça casse, il faut le recommander en Chine. Donc, nous, on arrivait avec la réflexion de est-ce qu'on peut avoir quelque chose de local? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose que les gens vont pouvoir entretenir, réparer eux-mêmes? Et donc, cette low-tech, qui peut s'équiper de plein de high-tech, mais qu'on a voulu maintenir dans un état de low-tech, répond à tout ça. Et donc, on a commencé en Finlande, pays de l'high-tech s'il en est, totalement inaudible dans le paysage qui était le nôtre en tant qu'entrepreneur. Et nous, 6 complètement ignorants de ce que c'est qu'une entreprise, mais aventuriers et tous, on désirait vraiment maintenir cet esprit d'aventure. Et l'entreprise, on est servi pour ça quand on est entrepreneur. Et donc, si tu veux, voilà, on a donc créé ça, on a avancé à la fois plutôt bien, avec des belles réussites, des très beaux projets, mais toujours avec des freins puissants. Et on a commencé à s'apercevoir, enfin j'ai commencé à m'apercevoir que les freins puissants venaient de nous, de l'intérieur, beaucoup. Et notamment d'un des membres de l'équipe, c'est arrivé jusqu'au clash, ça c'est aussi très banal dans les groupes, et ce clash a révélé des failles chez cette personne inouïe, et une méchanceté, enfin vraiment une agressivité. Et là, on a vraiment vu un masque tomber. Et il a fallu repartir, pas à zéro, mais remettre tous les compteurs à plat. Et c'est depuis là que je suis très à l'aise avec le projet que je porte. Avant, j'en étais très convaincue, si tu veux, sur un plan théorique, écologique, etc. Mais moi, je n'y trouvais pas mon compte. Je ne m'y épanouissais pas. Et je n'étais pas... c'était pas comme ça que je voulais travailler. J'avais déjà travaillé dans d'autres structures et je trouvais vraiment trop de points communs, tu vois. Quand ça commence à devenir pénible, que tu commences à avoir des rapports hiérarchiques, qu'il y a beaucoup de peur, etc., c'était pas mon truc. Voilà. Donc, en tout cas, pour parler de ce projet, en fait, actuellement, on est donc une petite équipe et nous travaillons avec les ONG essentiellement. Et en fait, nous travaillons aussi sur des évolutions plus high-tech, plus adaptées, par exemple, à la France. Et c'est complètement passionnant. Et on essaye de pousser à la fabrication locale, à un système de licence. Donc, on en a déjà 2. Entre-temps, dans ces années, il y a eu une bifurcation très intéressante vers la France. Et tu as peut-être entendu parler de Néoloco, la boulangerie solaire qui est en Normandie. Et Néoloco a été créé par l'ancien directeur technique de notre boîte, Arnaud. On a eu une difficulté à un moment donné, on ne pouvait plus le payer, ça a été très compliqué, mais on voulait toujours continuer à travailler ensemble. Et il s'est dit, puisque les boulangers au Kenya utilisent ça, pourquoi je ne testerais pas moi aussi le four solaire, voir un peu dans le contexte français ce que ça peut marcher. Et donc, une partie de l'équipe lui a fabriqué un four en Suisse, on lui a amené, on lui a passé. Et il s'est mis à tester tout en passant son CAP. Et il a commencé à se rendre compte que ça allait bien au-delà des performances qu'on observait au Kenya.
et que lui, il commençait à sortir 80, 100 kilos de pain par jour, alors qu'on était en 2016 au Kenya autour de 10, 15, et c'était déjà très bien. Mais lui, il passait vraiment là autre chose. Et en fait, son expérience, sa détermination ont permis de créer cette vitrine néolocaux avec ce four solaire. Il a attiré, je sais pas, 150 articles de presse. Enfin, c'était fou, quoi. Et en parallèle de ça, bien sûr, il a attiré du monde autour de lui, dont des industriels qui ont créé une version de luxe. Et c'était un détour très intéressant pour nous. Sauf que nous, on n'était pas du tout partis pour ça, parce que cette version de luxe fabriquée dans une industrie, dans une usine en Normandie, était bien sûr très chère, beaucoup plus chère que ce qu'on fait nous au Kenya. Et on s'est retrouvés dans un hiatus compliqué qu'on a résolu. Maintenant, on ne travaille plus comme ça, on travaille avec des artisans, et du coup, les prix sont plus accessibles pour des gens intéressés par la low-tech et par ce type d'approche. Et on travaille avec des fabricants de fours de boulangerie qui commencent à être intéressés par notre approche, qui questionnent aussi leur métier. Et je trouve ça passionnant parce que tout ça se passe autour du pain, qui est un aliment ô combien convivial, symbolique, fraternel. Donc voilà. Voilà ce que je fais. Je me rends compte que c'était très long. Je suis très passionnée, mais voilà. Et c'est quand même le but de t'écouter, donc tout va bien, merci. Donc, si je comprends bien, ça a été, voilà, tu rencontres cette low-tech, enfin, cette pratique, elle t'inspire et tu te dis, il faut absolument le diffuser parce qu'il y a trop de besoins partout sur la planète. Et puis vous démarrez, vous y arrivez, il y a des hauts et des bas, des moments joyeux et des moments difficiles et c'est en train de prendre, c'est en train de, hein, c'est ça, c'est en train de prendre aussi bien en Afrique que aussi en France grâce à Arnaud. Donc ça, c'est formidable. Simplement, ça nécessite déjà une résilience organisationnelle. Enfin, toi, dans l'organisation, c'est-à-dire comment on lâche pas, on continue. Donc, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça, quelle que soit l'activité qu'ils ont. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu veux bien nous en parler des moments d'euphorie youpi et les moments où c'est difficile, qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Qu'est-ce qui a fait que t'as traversé et que tu es encore là et que ça a pris un autre élan? Ben, si tu veux, bon, comme j'ai dit, il y avait un cumul de difficultés quand même. Il y avait être entrepreneur et apprendre en avançant, être parent et apprendre en avançant, et être étrangère dans un pays où j'avais tout à fait sous-estimé ce que ça voulait dire d'être étrangère en Finlande. Et dans mon cas, d'avoir eu, alors que je parle plusieurs langues, une vraie impossibilité à apprendre cette langue. Aussi entretenue par le fait que je travaille en anglais toute la journée et que du coup, il n'y avait pas non plus un besoin immense de la parler. Donc un isolement fort. Mais je pense que cet isolement, il est vécu par pas mal d'entrepreneurs aussi, dans d'autres contextes. Et si tu veux, bon, la première chose qui m'a fait tenir, ce sont les enfants, dans le sens d'être au quotidien au contact de deux humanoïdes inconnus. Bon, je les ai fabriqués, mais j'ai rien fait. Je sais pas fabriquer une jambe ou tu vois, c'est passé comme pour toutes les mamans, tu vois. Donc le job, il commence quand ils sont là, quelque part. Donc si tu veux, tu as deux mini humanoïdes là qui sont totalement câblés sur la joie, l'amour, la coopération, la simplicité, le dialogue, la créativité non-stop. Donc, déjà, quand ça va pas et que bien sûr, je suis en larmes à me dire comment on va payer telle facture, comment on va avancer, comment voilà. D'un coup, il passe là et il y a le souvenir immédiat de ah oui, mais c'est vrai, la vie c'est ça. Donc, tu vois, donc déjà cette force de dynamo qu'ont les enfants, en tout cas sur moi, ça a vraiment aidé. Et j'ai aussi beaucoup de pépins de santé. Et il y a eu des matins de désespoir où je ne savais même pas, car ma vie maritale a explosé en plein vol dans cette décennie. Et je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'occuper d'elle, travailler. Il y a eu des moments où j'ai cumulé 3 jobs. Donc, je ne savais vraiment pas comment j'allais vivre le jour d'après, même le jour tout court. Et encore une fois, cette immédiateté, cette légèreté de l'enfance autour m'a beaucoup aidée. Après,
il y a eu un moment charnière où j'ai été paralysée. J'ai été à l'hôpital plusieurs fois et j'étais paralysée d'épuisement. Ils n'avaient jamais vu ça, ils ne connaissaient pas. Et donc, j'arrivais plus à avancer, quoi. C'est arrivé 3 fois dans la même année et ça m'a placée dans une spiritualité, un dialogue intérieur avec une forme de sagesse qui n'est pas vraiment de moi. Je suis assez conne, assez ignorante, très limitée. Mais il y avait un accès, un souffle, quelque chose qui s'est joué là pour moi. C'était en 2015, qui est devenu de plus en plus fort à mesure que c'était difficile. Ça prenait de la place. Et la vie m'a poussée d'ailleurs par quelques rencontres à commencer à en parler, à essayer d'aider un peu des gens avec ça. Et tout de suite, j'ai été très stable en me disant, attention, t'es peut-être juste tellement dans la merde que ton cerveau décompresse tout simplement. Donc, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Reste vraiment très, très calme avec ce que tu fais. Ce que j'ai fait, et bien m'en a pris, car j'ai pu comme ça continuer dans l'intimité de mon chemin à moi et à vraiment approfondir ce silence. Et le silence, dans les 6 mois d'hiver finlandais, quand tu vois personne et que tu fais juste ton travail de maman et juste ton travail d'entrepreneur, tout ça prend une texture vraiment que j'ai trouvée rude et que j'ai appris à trouver très belle parce que j'ai beaucoup appris en fait. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a aidée. Après, ah non, il y a une 3e chose très importante. Ce qui m'a aidée, c'est de voir, et d'ailleurs ce qui m'aide toujours, à quel point les autres sont formidables. Et à quel point il y a maintenant, alors en plus maintenant, de chaînes, de câblage, bon, en création artistique, c'est très moyen, mais en action, entreprise, aide à la transition, information. Et ça me donne la pêche parce que moi, quand j'ai commencé mon chemin avec l'écriture et tout, bon, on en reparlera peut-être après, mais il n'y avait pas de présentateur arabe comme Mouloud Achour, tu vois, d'une grande émission, comme Click, hyper mainstream. Il n'y avait pas des acteurs noirs super. Il n'y avait pas des tas de médias d'écologie de diverses manières. Je sais que c'est pas la majorité et tout, on s'en fout. C'est là, c'est fait. Ça, c'est plus possible d'arrêter cette transformation. Et alors ça, là, je suis patiente pour les 2 prochains siècles. Tu vois, je me dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le temps des pionniers, c'est fini. C'est déjà rentré dans la société, quoi. Tous les changements que tu as très bien décrits dans ton bouquin et ton conseil des sages et la façon dont les différentes diagonales et lignes de différents scénarios, on va dire, de l'humanité peuvent se croiser, ben ça, c'est bon, c'est fait. Enfin, pour moi, c'est fait. Après, tu tiens. Depuis cet endroit-là, bon, ben, voilà, j'accueille. Alors, je vais essayer de reformuler pour bien comprendre ce que tu voulais dire. Donc, je parle pas du regain d'énergie donné par les enfants parce que ça, c'est assez clair pour tout le monde. Mais là, tu es en train de dire que de voir que via les réseaux, il y a une émergence de diversité qui s'empare des sujets qui permettent de faire évoluer le monde et la planète, c'est ça qui te réjouit aussi. C'est ça que tu dis. Oui, et il y a un courage à prendre la parole, à se montrer, à être visible, qui est quelque chose qui a été problématique dans ma génération et encore, j'imagine, où on était vraiment tellement « Oh là là, l'ego, il va falloir y aller. Oh là là, il faut se mettre en avant. Ah bon, il faut que ce soit moi qui parle. Ah bon, il faut que ce soit incarné. » Tu vois, j'ai rencontré beaucoup de résistance de personnes qui ne s'étaient vraiment pas du tout y aller ouvertement, tu vois. Et il y avait une petite parution écologique, il y avait un petit journal, je me souviens pas les noms, il y avait la Via Campesina, si tu étais abonné, tu recevais une newsletter, tu vois, en 3 langues, qui faisait 200 000 pages, tu vois. Et tout ça a été très bien, mais on peut voir quand même maintenant qu'il y a des tas de capsules, oui, il y a des tas d'influenceurs débiles, il y a du vide intersidéral et de la haine, certes, mais il y a aussi ça.
Mm. Et des gens qui osent dire, alors soit des gens très très pointus comme Bon Pote ou tu vois des articles de fond, etc. Soit des gens beaucoup plus light et avec qui c'est pas un problème et qui partagent de l'info non seulement positive, mais de l'info de personnes qui ont sûrement traversé des choses difficiles comme tout le monde et qui ont le courage de dire moi je fais ça, moi je fais des sacs en peau de banane moi j'ai décidé que voilà, je fais du cuir vegan moi je trouve que je vais vous apprendre à planter dans votre jardin le romarin en particulier. Enfin tu vois, cette myriade, et ça recrée une espèce d'humanité qu'on avait un peu perdu de vue, quoi. Tu vois, là elle est bien visible, elle est là, pas seulement sur les réseaux. Et c'est ça que je trouve génial dans les actions de terrain, quoi, que ça soit des résistances à des projets fous et toxiques, à des entreprises qui se créent. Là, dans quelques jours, il y a le congrès des entreprises à mission. C'est fou, quoi, ce qui se passe. Et ce qui me réjouit, c'est que ça existe, tu vois. C'est ça. Oui, oui, j'entends. Bah, en même temps, c'est vrai que ça permet en effet de se sentir soutenu, même s'il n'y a pas d'interaction réelle entre les acteurs, mais de voir ce vrombrissement et cet élargissement de ces actions, c'est réjouissant parce qu'on se dit, on n'a pas bossé pour rien, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Et puis en plus, on est obligé, ça nous oblige à... Alors ça, la crise climatique et toutes les adaptations, enfin la crise multicouche dans laquelle on est, et toutes les adaptations qui sont là, ça nous oblige tous à travailler sur nous, pieds au plancher, pour à la fois atteindre le maximum d'impact avec les moyens qu'on a, dans une espèce de maximum de détachement, parce qu'on ne sait absolument pas où on va. Aucun de nous engagés dans les transitions ne sait où il va. Ce serait un mensonge de le dire. On fait des scénarios, on pose des tentatives, des trajectoires, des outils, mais on ne sait pas quelle tournure les choses vont prendre de façon collective à l'échelle d'un pays ou même du monde. On ne sait pas. On pourrait être tenté d'être totalement désespéré et de se dire c'est foutu, c'est la fin. Je pense, comme disait Marguerite Yourcenar, que quand les Romains voyaient les barbares arriver, ils pensaient que c'était foutu, que c'était la fin de l'humanité. Donc, ça n'est pas foutu. Il y a eu des contrepoids à chaque fois. Et de garder cette clarté-là, ça aide beaucoup aussi, de se replacer un peu dans l'histoire, sans rien minimiser de l'urgence dans laquelle on est, de ce que ça représente. Mais c'est vrai que je vois, par exemple, quand j'ai créé un cursus, pour la fac ici à Tampere, justement pour accompagner des jeunes désireux de créer des entreprises sociales à impact. Et quel type d'outils intérieurs on a besoin pour tenir le coup, parce qu'on s'embarque pour une vie. On ne s'embarque pas pour 10 ans, on fait fortune, on revend à la Silicon Valley, on passe à autre chose. Pas du tout, évidemment. Et je voyais une maturité, tu vois, le fait qu'ils aient à grandir, ces jeunes, avec cette urgence extrêmement anxiogène, ça les pousse à des évolutions très rapides. Et ça donne aussi la pêche, parce que ça dit que l'humain, la matière humaine, elle est complètement capable de cette évolution, on va dire. Merci. Alors, tu as évoqué brièvement l'écriture. En quoi est-ce que l'écriture a quelque chose à voir avec ton projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se mêle là-dedans? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors en fait, moi quand j'étais jeune, je voulais juste être utile. C'était juste ça mon truc. Et donc je cherchais à quel endroit de la société j'allais pouvoir être utile. Et comme j'ai un mode de fonctionnement ou d'intelligence ou de perception un petit peu différent que les gens qui m'entouraient, et j'étais donc très lucide. Et c'est un peu embêtant d'être très lucide sur beaucoup de choses très vite, parce que du coup, j'avais du mal à trouver qu'est-ce qui allait vraiment me correspondre. Ça veut dire, par exemple, je m'ennuyais très vite dans des jobs que je trouvais, voilà. Et je voyais que l'aide humanitaire, qui m'attirait beaucoup, je faisais du bénévolat, avait des problèmes structurels, qu'elle était dans son fonctionnement créée par ce qui avait causé les problèmes. Donc, il y avait vraiment là quelque chose qui me perturbait beaucoup.
Et comme je suis très absolue, je cherchais. Et puis, je ne trouvais pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'adorais lire. Et à l'époque, donc c'était il y a une vingtaine d'années, la littérature était hautement dépressive. On était vraiment sur du nombrilisme, d'une glauquerie, mais à n'en plus pouvoir. Ça a sûrement son rôle et ses lecteurs, mais moi, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, puisque je trouve pas, je vais créer des mondes, des histoires qui correspondent à ce que moi, je suis et comment moi, je vis et comment j'essaye de vivre. Et un jour, m'est venue vraiment l'idée d'un livre qui se passait en Afrique. Et ce livre s'appelle Fluxus. Et j'ai été un peu effrayée par toute cette créativité. J'avais, je sais pas, 25, 28 ans, donc c'était vraiment tard, on va dire. Et si tu veux, j'ai eu la certitude que le futur de l'humanité était en Afrique. J'ai eu la certitude de l'écologie arrivant, la certitude des mouvements de marcheurs, de jeunes, de l'importance de la relocalisation, des mers, etc. Et c'est un moment de ma vie où moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille écologiste, ni féministe, ni rien du tout. Et si tu veux, j'avais fait des études de lettres, j'avais arrêté parce que j'avais envie d'apprendre à faire des choses de mes deux mains. Donc, j'ai appris le jardinage, etc. Mais j'étais en touriste sur ces sujets. Je m'informais, mais ça me passionnait, c'était intéressant. Mais en même temps, j'allais voir des groupes. À l'époque, c'était beaucoup Terre et Humanisme. Et alors, très vite, quoi, au bout d'une après-midi, je n'en pouvais plus avec tout le respect que j'ai pour tout le travail accompli. Mais il y avait tout un côté gourou. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé, si tu veux, à élaborer ma perception, qui est celle de vraiment de l'autonomie. Que beaucoup de gourous nous bassinent avec « vous avez tout en vous et venez suivre mon programme, je vais vous montrer à quel point vous avez tout en vous ». Et moi, mon idée, c'est plutôt posons les outils là, et vu que moi j'ai confiance que vous avez tout en vous, prenez-les, les outils, et allez faire votre cuisine, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un d'autre. Donc, c'était ça, mon approche. Et si tu veux, mon livre, il a été sur ça. Cette écriture de Fluxus, elle était sur ça. Au début, j'avais très peur. J'ai titré « Qu'est-ce que je fous ?» etc. J'ai démissionné de plein de boulot. J'ai organisé toute ma vie pour pouvoir écrire ce livre. Donc, dans le minimalisme, j'ai quitté Paris, tout ça. Et ce besoin de cohérence m'a vraiment portée. Du coup, j'ai écrit 12 livres dans quelques années. Et à chaque fois, j'essayais d'aborder les thématiques de manière, par exemple, la communication non violente. Comment on l'amène dans un livre, et c'est des problématiques que tu connais bien aussi dans tes livres, comment on n'a tellement pas d'imaginaire autour de tous ces sujets, très très peu. On est vraiment sur le trauma, sur le combat, sur la compétition, tout le temps, enfin à 98%, ou je sais pas quel pourcent, mais enfin dans des très grandes proportions. Et tous les films, etc. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire des livres qui sont des outils, et puis voilà. Et là, ça m'a demandé un effort intérieur très fort, vraiment, de quitter ma vie parisienne qui était brillante à la fac, etc. À la fac et puis ensuite dans des tas des journaux, des galeries d'art et tout, de me retirer de ça alors que j'étais de la première génération d'émigrés qui réussissaient, qui faisaient des études longues. Et ça m'a demandé beaucoup de force. Et mes livres ont été refusés partout, sauf un tout petit éditeur qui en a publié un. Et ça, en fait, m'a énormément fragilisée parce qu'à l'époque, j'avais évidemment pas l'expérience que j'ai maintenant. Donc, j'ai vraiment cru que la société me disait « mais on n'en veut pas de tes trucs ». Et cette fragilisation-là m'a aussi fait dire « mais finalement, on s'en fout. Les livres, ok, je l'ai fait pour moi, je suis contente de l'avoir fait, mais il faut de l'action. Et quelle action je pourrais bien avoir qui soit dans le prolongement de ma cohérence à moi ?» Et c'est là que j'ai rencontré ce qui s'appelait ce feu solaire à l'époque, ces concentrateurs solaires. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un des outils. Et maintenant, je vois bien qu'il y en a plein. Donc, j'avais bien, je sais pas si on s'en fout que j'avais raison, mais il y avait en tout cas une trajectoire qui a du sens pour beaucoup plus de personnes, que ce sont ces outils-là qui nous libèrent.
c'est-à-dire des techniques, des fabrications, des façons de penser l'entreprise, le fait de gagner son argent, etc., tout à fait différemment. Et non pas dans la domination des gens, mais dans la coopération et l'autonomie de chacun. Voilà, donc pour moi, si tu veux, il se trouve en plus que ce projet, et on travaille beaucoup en Afrique de l'Est, il y a c'est indissociable en fait. Alors j'ai repris mon amour de l'écriture et des livres. Entre-temps, j'avais ouvert une petite maison d'édition pour au moins auto-publier mes bouquins et en publier d'autres auxquels je croyais, dont les tiens, dont un des tiens. Et si tu veux, maintenant, je vois bien qu'il y avait... J'ai été fragile et ignorante de croire tout ce que j'ai cru de désespérant à l'époque. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a... Tout ça est très complémentaire et qu'il n'y a rien de désespérant du tout et qu'on avance tout à fait, même si parfois on le perçoit moins clairement. Ok, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a eu cet élan initial de comment est-ce que je peux être utile au monde, une phase d'observation, de quête, de comment je peux trouver mon chemin et manifester cette utilité. Cet élan d'écriture, j'entends souvent le mot de fragilité, enfin il y a quelque chose que tu nommes sur peut-être cette reconnaissance de vulnérabilité que d'autres peut-être n'entendent pas chez eux dans leurs actions. Et que tu as tâtonné entre, tiens, j'ai l'élan d'écrire quelque chose, et puis aussi de trouver une action qui peut vraiment servir le monde. Et là, c'est quelque chose que tu arrives à tisser. Donc, entre l'écriture, l'édition, et en effet, merci, parce que j'ai eu le bonheur d'expérimenter grâce à toi un oui à un ouvrage que les autres, évidemment, éditeurs ont refusé parce que ça rentrait pas dans les fourches codines. Les fourches codines de ce qui rapporte le plus d'argent, ce qui m'amène, et je vais revenir sur la reformulation de la trajectoire que je faisais de toi, et ça m'amène à une digression qui est comment on fait pour arriver à porter des élans qui ne sont pas dans le mainstream et qui ne reçoivent pas les financements du mainstream, que ce soit un projet ou que ce soit un écrit. Les critiques qui m'ont été faites, c'est en gros, on va pas savoir dans quelle case le mettre, votre ouvrage, et puis il n'y a pas les personnages bien campés, ce qui veut dire bien névrosés. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que si on veut porter autre chose, c'est-à-dire si on veut porter des ouvrages, les tiens, les miens, peu importe, qui visent à mettre l'accent sur les actions qui vont être utiles au monde. Certes, il y a des acteurs qui les portent, mais finalement, on s'en fiche. Enfin, c'est pas le sujet de leur névrose qui nous intéresse. Eh ben, il y a peu d'écoute parce que comme c'est pas ça qui se vend beaucoup, donc on le fait pas. Alors que comme tu l'as dit précédemment, il faut bien que des graines soient semées pour que ça donne de l'appétit et que les gens s'exercent à expérimenter autre chose, lire autre chose, et peut-être qu'ils vont aller dans ce champ-là et qu'ils vont se délaisser progressivement de leur propre névrose en lisant, en arrêtant de s'identifier à l'anorexique, à l'addictif et à je sais pas quoi. Et donc, c'est même dommage parce que ça veut dire qu'on refuse le cheminement cognitivo-émotionnel de résolution. Ce que je veux dire, c'est que si je lis quelque chose qui m'amène dans un autre imaginaire, peu importe ça soit le tien ou le mien, c'est pas le sujet. C'est pas pour personnaliser. Je globalise là. Donc, on rentre dans des imaginaires qui sont pas les imaginaires qui se répètent, premièrement. Donc, ça permet d'ouvrir un peu, de faire du hors-les-murs et de dire, ah tiens, ça me donnerait quoi comme idée? Parce que l'idée, c'est que ça donne envie aux personnes d'élargir eux-mêmes leur propre imaginaire. Deuxièmement, si je suis plus en train de m'identifier avec mes problématiques à celles des personnages, ça veut dire que j'ouvre un nouveau champ. On peut exister en faisant des trucs, en agissant. Il y a des interactions qui sont pas toutes reposant sur nos névroses. Donc, c'est quand même une super fenêtre d'espoir quand même. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que, quelque part, l'argent entretient les névroses et les problèmes et les machins, alors qu'en fait, quelque part, il se dit vouloir financer des choses nouvelles. Donc, j'entendais cette imbrication, je reviens à ta trajectoire, entre l'écriture, l'utilité, l'action, le sens,
Et puis, assumer une originalité. Dire, bah, c'est pas parce que vous avez fermé la porte à tous, et ben, niaf. Moi, je vais faire ma propre maison d'édition parce que je crois que ça vaut le coup que ces graines puissent germer et s'étendre. Et tandis que tu affiches une humilité, une fragilité, moi j'entends surtout une grande force, une grande détermination, et puis porté par ce que tu veux, les murmures de la source ou ce que tu veux, l'intuition qu'il faut continuer à avancer et continuer à croire à ce chemin d'une personne qui effectivement est peut-être pas rentrée dans les cadres depuis le début. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour prolonger tout ça? Oui, je pense aussi que il y a j'aime vraiment, vraiment la vie, tu vois, la vie et les humains. Et j'ai eu la chance de pas mal voyager, de voir beaucoup de beauté. Et il y a quelque chose en moi qui fait que je ne peux pas me rendre, tu vois. Je ne peux pas baisser les bras devant l'entreprise de destruction massive face à laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes, qui est ce qu'elle est, qui durera le temps qu'elle durera, qui repose largement sur la question de l'énergie. Donc, c'est vraiment une question centrale de la façon dont notre modèle social s'est construit. Et si tu veux, étant passionnée de liberté pour moi autant que pour les autres, et ayant vu les leçons de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est le communisme? Qu'est-ce qui se passe quand c'est le socialisme? Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'anarchie? Bon, mais on voit que ça marche pas, point. Ça ne marche pas parce que comme des personnages, des névroses prennent le lead et on recommence. Donc, comment ça se passe si on essaye de prendre moins le lead, de se détacher de la névrose, comme tu dis, des personnes, et sans être dans aucune, juste, voilà, oui, avec une certaine modestie, poser des choses, des livres, des fours solaires, des formations, voilà. Vous venez pas, mais au moins cette diversité culturelle, imaginaire, elle existe. Moi, j'ai trouvé, par exemple, des inspirations de fou dans des trucs complètement inattendus pour moi, sur lesquels j'ai pas grandi dans les banlieues. Quand j'écoute certains morceaux de Tupac Shakur, ça me transcende complètement parce qu'il a une connexion à quelque chose de vital, de combatif, de quelque chose qu'il veut vivre, pas le combat pour le combat, mais tu vois, donc on a maintenant cette chance avec Internet d'avoir accès à tout. Donc moi qui suis de fait, même si je ne viens pas d'une famille aisée et qu'on a commencé ce travail sans aucun capital, on a littéralement commencé cette entreprise avec 100 €, point. On a immigré en Finlande avec 2 valises. J'étais enceinte. Donc on est parti de rien, de rien, de rien. Et on tient. D'abord, il y a toujours des aides. Toujours. Il y a des moments de désespoir intense, mais il reste le réflexe de dire au secours, il y a des aides, il y a des choses qui se débloquent, il y a un contrat qu'on a tant attendu. Je me souviens d'une année où on était vraiment, l'année 2016, mais en bas, du bas, du bas, du bas. Et pouf, 2 trucs énormes sont arrivés. Ça a pris 10 mois, mais on a tenu. Et quand tu sais vivre avec très peu, tu peux traverser ces difficultés inhérentes au travail des pionniers. Et après, évidemment, il y a tout le travail de, entre guillemets, guérison avec l'argent, d'arrêter de se prendre la tête avec ça, de se dire ça c'est juste une expression de la folie actuelle. J'espère qu'un jour il n'y en aura plus et qu'on pourra naviguer autrement. Pour l'instant, c'est comme ça. À aucun moment c'est un problème. À aucun moment ce truc ne définit ma valeur. Que j'ai de l'argent, que j'en ai pas, moi je reste quelqu'un de valeur. J'en suis absolument certaine. Tu vois, que personne ne me connaisse, ne m'écoute, mais c'est pas grave. Je continue ce que j'ai à faire. Et entre-temps, eh bien, il y a une femme dont je me sens très proche. Je ne l'ai jamais rencontrée en vrai. Elle habite au Kenya. Elle a travaillé avec nous et la vie fait que je ne l'ai pas encore rencontrée. Elle s'appelle Joanne. Et cette femme, elle a rencontré ses fours solaires aussi. Elle s'est prise de passion pour ça. Elle est jeune, elle doit avoir 35 ans. À l'époque, elle travaille, elle a un bon poste dans une entreprise de télécommunications. Elle commence à travailler avec nous sur la vente, et puis petit à petit, elle se forme, elle commence à former sur des projets humanitaires, parce qu'on a aussi tout un aspect de formation pour créer des jobs soutenables dans ces pays-là. Et qui dit créer, par exemple, une boulangerie solaire dans un village, dit créer de la valeur, de l'argent. Et comme les gens peuvent gagner de l'argent avec cet outil,
ça atténue les résistances à l'adoption de ce four solaire. Qu'on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est, encore un truc. Ben non, là, tu peux faire de l'argent avec tout de suite. Donc, ça va mieux déjà. Et si on crée un peu plus de stabilité, peut-être qu'on peut un tout petit peu ralentir l'hémorragie des villages vers les villes et de tous ces jeunes qui se perdent dans des villes où il n'y a plus de place, qui suffoquent complètement. Et donc, cette femme, elle a vu tout ça, avec la même évidence que chacun de nous. Et la vie a fait que, de fil en aiguille, elle a lâché son job, elle est devenue boulangère, elle a sa propre boulangerie dans une petite ville du nord du Kenya. Elle a maintenant 2 fours solaires, elle travaille avec ça. Et elle est un peu l'équivalent de Néoloco au Kenya, sauf qu'elle n'a pas du tout la presse, ça ne se passe pas du tout comme ici, c'est beaucoup moins simple. Mais elle est la seule dans tout le continent africain et elle sait quel est le futur. Elle n'en doute pas une seconde. Et elle est toute seule à l'échelle du continent. Et à chaque fois, enfin souvent, je pense à elle, tu vois. Et je me dis, mais c'est ça, c'est cet alignement-là. Et c'est pas plus que ça. Et je crois qu'à la fin, la résilience, elle est là, en fait. Elle est dans cet accord entre ce que tu es et ce que tu produis chaque jour, quelles que soient les difficultés. Merci. Je vais rebondir sur un élément que tu as mentionné, sur la notion de croire profondément dans sa valeur, qui n'est pas, en tout cas pour ce que je te connais et ce que j'écoute, un argument égotique. C'est pas moi en tant que gros narcisse, je crois en moi et allez vous faire cuire un œuf. Je m'amuse sur les images, mais c'est plutôt cette conviction intrinsèque de sa valeur. Si on est venu sur Terre, c'est parce qu'on a cette singularité-là à exprimer, et qu'il y ait une reconnaissance extérieure par de la visibilité, par des euros, par autre chose, tant mieux. Mais si elle n'est pas là, ça ne veut pas dire que ma valeur, alors je dis un ma valeur générique, que ma valeur n'est pas là. Et ça, c'est super important parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre société narcissique, tout le monde va du côté de qu'est-ce qui va me rendre le plus visible et qui va apporter des euros. Donc, ça pousse du côté des algorithmes et d'Internet, c'est-à-dire avec un seul modèle. Il y a un modèle qui permet de faire de l'argent et d'être visible. Et si on est visible et si on a plein de likes, donc on a de la valeur. Alors qu'il y a des effets générationnels, il y a des effets d'utilisation du numérique, il y a plein de biais en veux-tu, en voilà qui poussent vers un certain système. Et je pense que c'est super important de se dire, est-ce que je peux avoir conscience de la singularité de ma valeur? Est-ce que je peux croire en moi quand tout va bien et que ça brille, c'est pas difficile, mais quand ça va pas, est-ce que je peux continuer à avoir cette certitude? Et ça me paraît une clé de résilience très forte. Donc, ça implique, d'arriver à se connaître et de se donner les moyens pour y parvenir. 2, d'arriver à identifier ce cœur, ce diamant, cette singularité que l'on a et qui fait qu'on est venu sur Terre pour manifester quelque chose. Et puis après, d'y croire, quels que soient les aléas de la vie. Et effectivement, ce qui est plus facile pour arriver à tenir cette posture, c'est d'avoir des amis, enfin un réseau de proches ou de connaissances qui sont sur le même vibrato et qui font dire « Ah, on peut continuer parce qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure avec des hauts et des bas, etc. » Et ça, je pense que c'est un message qui est important pour que chaque personne puisse vraiment tisser son propre sillon et pas juste le sillon qui marche bien en termes marketing et algorithmique et narcissique, où là, on risquerait de se perdre sur l'essence que nous avons. Oui. Je pense qu'on s'est déjà perdu même avant les médias sociaux, toute la starification, tout ce process amorcé dans les années, je crois, 40-50 à Hollywood avec les stars, puis ensuite les sportifs, et puis maintenant chacun de nous qui voudrait avoir son million de suiveurs, etc. Bon, c'est un processus, c'est une toute petite étape dans l'évolution de l'humanité. Elle est navrante. Elle est navrante. Et il y a une entreprise de distraction, mais qui finalement, les difficultés que beaucoup rencontrent nous ramènent aussi à l'essentiel. Je crois c'est assez fascinant de voir à quel point on vit tous à peu près les mêmes choses et de manière ô combien différente selon tant de textures, de contextes et tout.
si tu veux, ça a été de haute lutte d'arriver à cette stabilité qui est la mienne maintenant. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai rêvé d'être un écrivain connu quand j'ai commencé à écrire, évidemment, d'amener la bonne parole partout où j'allais et d'être vraiment la Marguerite Yourcenar de la littérature française. Et je suis très heureuse d'avoir eu ce rêve. C'est plus le mien, mais voilà, ça a été, ça fait partie de la construction. Et dans la mesure où on est tellement dans l'individualisme, je crois que quand la famille tient debout, quand le cercle dans le village ou dans le réseau, quand on fait partie de cercle, il y a quand même une assise qui vient. Moi, c'était pas du tout mon cas. J'étais vraiment un exemple de truc très atomique, quoi, une toute petite famille, une enfant unique, etc. Donc, il y a une danse avec la solitude et l'isolement qui a beaucoup accompagné ma vie. C'est moins le cas maintenant, mais ça a été beaucoup le cas. Et là où, si tu veux, je pense qu'on est vraiment tous des enfants du trauma, parce qu'on a tous des traumas dans des histoires d'une lourdeur inouïe. Puis alors maintenant que les poubelles se vident, que la parole se libère et tout, tu te dis, mais ça finit quand? Ben, ça finira quand ça finira, mais et là, je me dis, c'est là que la communication non violente est un des super pouvoirs de l'avenir, parce que dans l'apprentissage de l'identification des besoins profonds, la bienveillance et l'indulgence vis-à-vis de soi et de l'autre, là, on peut commencer vraiment à travailler, à coopérer à l'intérieur de la famille, du village, de l'entreprise, etc. Et ça, on s'en fout des réseaux sociaux. Ça, ce n'est qu'un outil. Tu vois, après tout ce qui se met en place, une fois qu'on arrive, je pense, à être dans cette authenticité et cette clarté, peu importe les outils et les brouillages de la société, nous, on sait qu'on est sur un chemin. Et à partir du moment où tu peux faire un check de tes actions en te disant je suis certaine que je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas et je suis certaine que je suis exactement là où je dois être. Tout va bien. Tout va bien. Et t'as du coup, enfin moi je sais que j'ai maintenant des relations d'une authenticité folle avec des gens qui ont fait des parcours absolument incroyables, que j'ai perdu de vue, que je retrouve, pas forcément peut-être aussi liés à l'écologie, mais avec un tel dévouement à aller mieux, à créer moins de souffrance dans les relations, à tenir debout, tu vois. Donc ça donne vraiment, ça donne complètement espoir. Et je pense que effectivement, si je reprends le fil que tu as nommé, en disant on est issu d'un moment traumatique, c'est vrai qu'on fait un grand nettoyage là, on fait un grand nettoyage, un grand tri sélectif en parallèle de nos errances. Il y a quand même de belles avancées. Et je pense que cette manière dont nous sommes éprouvés, et je pense qu'il faut l'authenticité de raconter ça aussi, pour sortir des masques et vraiment montrer comment ça se passe et comment on peut être profondément laminé, ça va nous chercher essentiellement et ça nous amène du coup à un ancrage très profond et très fort qui est à peu près la seule solution quand tout est chaotique autour. C'est vrai. Et donc, si on est plusieurs à faire ce travail d'ancrage, chacun et chacune à notre manière, connus ou pas connus, ça commence à faire des îlots de personnes centrées. Ce que j'avais mis dans mon premier roman là sur l'éveil de l'humanité, qui était le Bouddha de Maitreya, c'est-à-dire pas un individu, mais un collectif de personnes qui, si elles sont pas éveillées, en tout cas, font le chemin vers. Et donc, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que d'un côté, ça met par terre un nombre incroyable de gens et ça tire vers le bas. Et de l'autre côté, on voit des tas de gens se redresser. On voit des tas de pousses de chênes, des bébés, des glands, là, des petits chênes, hop, 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 en train de se redresser par des parcours très intimes. Hein. Effectivement, il y en a qui vont suivre, chacun va suivre son chemin avec la lignée Tartampion, la religion truc ou la spiritualité bidule, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont invités à ce que ce travail se fasse à l'intérieur par soi-même. Et
ça permet, en étant un certain nombre d'individus redressés, que ça donne espoir, puisque s'il y a à la fois quelqu'un qui tient debout malgré la tempête, que quels que soient les éléments, il y a une force qui permet de se redresser, qu'il y a des actions à la clé et la conviction que cette singularité qu'on est venu incarner vaut le coup, ça donne l'espoir, on se dit allez hop, on y va, quoi. Surtout pour peut-être aussi pour les plus jeunes qui peuvent être un peu déboussolés, puisque eux, l'urgence climatique, ils la voient bien dans le futur qui leur est proposé. Donc c'est quand même bien de se dire donc il y a moyen, il y a des chemins, il y a des voies, il y a des rigoles ou des rivières qui peuvent se créer. Je pense qu'il y a même de la formation, quoi. Tu vois, il y a vraiment même une forme de discipline, des apprentissages à faire et à proposer aussi à ces jeunes pour arriver à gérer tout ça. Oui, absolument. Alors, ce que je vais te proposer, c'est qu'on aille vers la fin de l'entretien, si tu veux bien, c'est-à-dire quel serait le message essentiel que tu auras envie de partager. Donc voilà, tu peux le dire comme ça ou prendre un petit temps pour le sentir. Mais qu'est-ce que ça pourrait être ce message essentiel que tu as envie de porter et que les auditeurs pourraient mettre au fond de leur cœur? Je pense que persévérer dans le déconditionnement joyeux de toutes les idées reçues, c'est une bonne dynamique, une bonne pratique pour se renforcer et travailler sa résilience et vraiment accepter que certaines idées, certains jugements qu'on a eus sur soi, sur la vie, le monde et tout, sont hautement conditionnés et qu'on puisse être... on est des créatures du groupe et on est le résultat de vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que cette autonomie, c'est vraiment un mot important pour moi, cette autonomie, cette liberté, cette capacité d'envisager sa vie comme ça. Et cette chance qu'on a quand même en France, enfin moi je suis en Finlande, mais dans des pays encore très privilégiés, même s'il y a beaucoup de souffrance, ça peut aussi nourrir notre courage. Super, merci. Comment tu vois ton futur si tu regardes devant toi et tu regardes dans 5 ans, qu'est-ce que tu vois de toi, des autres? C'est une question... je me vois pareil en mieux. C'est-à-dire que si je gagne plus d'argent, je peux soutenir plus de gens. Donc ça j'aimerais bien. J'aimerais bien. Heureuse en tant que maman, donc c'est déjà le cas. Donc pareil, en mieux. Si tu veux, avec plus d'impact, il y a un plus. J'ai du désir d'un plus d'impact, plus de résonance et de rencontres, d'échanges, de participation. J'ai très envie maintenant d'amener ce que j'ai à apporter comme dans ce podcast-là. Et c'est d'ailleurs vraiment marrant que tu me l'aies proposé parce que c'est pile le jour où je me suis dit, bon, allez, ça y est, je me réouvre. Ça y est, j'ai fait toute ma cuisine. J'ai envie de savoir comment les gens vont, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est ce jour-là, pile, que tu m'as proposé ça. Donc, j'ai trouvé ça très joli. Et depuis, il y a d'ailleurs eu d'autres propositions de venir parler ou d'échanger, que ce soit sur des problématiques plus personnelles ou des choses de travail. Et ça, ouais, j'en ai vraiment envie. Ouais. Mais ça, c'est juste moi. C'est, disons, moi comme ça. Après, ce que je voudrais surtout, c'est de voir la vague dont je parlais grossir, grandir et de plus en plus de gens prendre courage. Parce que tu vois, quand un entrepreneur solaire en France décide d'investir dans un four solaire, eh bien, il ne va plus pouvoir faire de la boulange à l'aube. Donc, il va pouvoir le faire que en fonction des jours de soleil. Et rien que ça, il va innover complètement dans sa pratique, dans sa façon d'organiser son temps par rapport à ce qu'il a appris à l'école. Et ça, pour moi, c'est la bénédiction parce que cette personne, elle embrasse un chemin complètement différent pour elle. Et elle fait preuve d'imagination et du coup de diversité. Et ça, c'est ça que je nous souhaite, vraiment. Eh ben, écoute, je te remercie pour toutes ces pépites et je me réjouis aussi que ça soit bien tombé sur un jour où tu
te réouvre à la diffusion et au partage. Donc, merci pour ces clés de résilience que tu nous as partagées. Et puis, on mettra le lien pour aller voir cette belle structure. Rappelle-nous le nom. Lightfire. Voilà, c'est bien de s'en souvenir. Eh bien, écoute, je te remercie. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais te remercier. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et particulièrement sur la littérature, ça m'a donné du grain à moudre, à réfléchir ce que tu as dit. Donc, merci. C'est ça l'intérêt de nos échanges, c'est qu'ils sont toujours fructueux. Eh bien, merci beaucoup et belle journée à toi. Merci.